Fidèle de BNews, bonjour. L'ancien chef d'État Nicéphore Dieudonné Soglo est sorti de sa tanière une fois encore cette semaine. C'est à travers un communiqué de presse dans lequel il dément les rumeurs faisant état de son implication dans un prétendu projet de création d'un grand parti de l'opposition. L'homme d'État s'est également inscrit en faux contre les allégations, le rendant auteur de certains appels téléphoniques qu'il aurait émis à l'endroit de ceux qu'il appelle, citation, les nouveaux promus à l'issue de la mascarade électorale du 17 mai 2020. Fin de citation. Que pense l'analyste de l'actualité liée à l'un des meneurs de la résistance? Réponse dans le débat de tout à l'heure. En deuxième sujet, nous apprécierons les mesures d'atténuation des effets socio-économiques de la pandémie du Covid-19 prises justement par le gouvernement au profit de certaines entreprises et personnes physiques affectées par ce drame planétaire. Mesdames et messieurs, merci pour la fidélité renouvelée à BNews. Le débat, c'est juste derrière cette virgule. Deux sujets comme à l'accoutumée au menu de cette émission, et pour les décrypter, j'ai un plateau Adrien Timpator. Bonjour Adrien. Bonjour Gabin. Vous Bonjour êtes... chers amis téléspectateurs. Merci de nous revenir après quelques semaines d'absence. Vous êtes le manager général du quotidien Le Potentiel. C'est bien ça. Alphonse Moïse Souré, bonjour. Bonjour à vous Gabin, bonjour à tous. Vous êtes journaliste, analyste politique. Mesdames, Messieurs, vous connaissez déjà le principe de l'émission. Je vais vous demander de noter, de porter vos notes sur cette actualité liée à l'ancien président de la République qui est sorti au travers d'un communiqué de presse pour démentir certaines rumeurs dont il était l'objet. Je vais commencer par vous, Adrien Timpator. Quelle est votre note pour l'ancien président de la République? J'attribue la note 3. 3 pour Adrien Timpator. Alphonse Moïse Souré, quelle est votre note? J'attribue la note 4. Vous donnez la note 4. Alors, je vais vous demander, Alphonse Moïse Souré, la réaction de Nicéphore Soglo ne paraît-elle pas normale quand on sait que les rumeurs aujourd'hui ici, elles persistent au sein de l'opinion publique, elles discréditent un tant soit peu la personnalité qui en est auteur? On ne répond pas à une rumeur. Si tant est qu'on ne se reproche par rapport à ce qui est dit dans la rumeur, on ne répond pas à une rumeur. Et je crois que bon, il n'y a pas de crime, que le président Nicéphore Dieudonné Soglo prenne son téléphone, appelle les élus, il ne me dira pas que parmi les élus, il n'y a pas des amis. Il ne me dira pas que parmi les élus, il n'y a pas de sympathisants. Mais si le fait, c'est qu'il a fait allégeance d'une certaine manière, il a cautionné. Au-delà de la politique, au-delà de la politique, tout autant que nous sommes, nous avons des amis qui sont meilleurs, qui sont élus conseillers. Ça ne nous interdit pas. On peut ne pas être de la même obédience politique que ces gens-là. Mais ça ne nous interdit pas de prendre notre téléphone et de dire, monsieur le conseiller, félicitations, monsieur le maire, félicitations. Ça, c'est une question de relations humaines. Donc, je ne vois pas pourquoi le président Soglo se voit obligé de démentir des rumeurs. C'est son droit d'appeler qui il veut, pour féliciter qui il veut. Cela ne veut nullement dire qu'il a fait allégeance au régime en place. C'est une fausse lecture de la chose. Nous sommes dans une société africaine. Féliciter quelqu'un, on peut féliciter son ennemi. On peut féliciter celui qui tout le temps vote pour Fandeur. Il a réussi quelque part. Bon, comment il a réussi, c'est pas votre problème. Mais vous constatez que un de vos proches a été promu. La moindre des choses, c'est de lui présenter les félicitations. Donc, le chef de l'État, l'ancien chef de l'État n'a pas à se faire de la boue pour ça. C'est passé, puis c'est passé. C'est passé, et puis c'est passé après à Timpator. Est-ce que la réaction de Soglo ne paraît pas normale quand on sait que Soglo ne cache jamais sa posture vis-à-vis du pouvoir en place? Est-ce que quelque part cette réaction ne vient pas faire taire les confusions qu'on pourrait entretenir autour de la personnalité Merci à vous Gabin. Je voudrais compléter mon aîné Moïse Souré. Vous savez, quand on a occupé des charges, des postes de responsabilité comme celle que Soglo a occupée, président de la République pendant 5 ans, on ne répond pas à tout. Pas du tout. Et comme Moïse Souré l'a dit, il ne sert à rien de décider parce que les gens disent bon, que vous avez appelé quelqu'un, de dire bon, je ne l'ai pas fait. Je crois que c'est, vous m'excusez un peu le terme, mais le président Soglo est tombé dans le ridicule, il est tombé vraiment bas en décidant de prendre ce communiqué pour démentir cette information. La première des choses, c'est que
appeler quelqu'un, la plupart de ceux qui sont élus, que ce soit à Abomey ou à Cotonou et même dans d'autres communes du Bénin, il y en a parmi eux qui sont les anciens militants de la Renaissance du Bénin, donc des gens qui ont eu à travailler avec le président Soglo d'une manière ou d'une autre, ou des gens qui sont ses sympathisants, des gens qui se considèrent jusqu'à l'heure où nous sommes comme ses enfants ou même comme ses petits-fils. Et les appeler pour dire, mais jeune homme, tu as bien fait, tu as été élu, je te félicite, fais bien ton travail. C'est bien au contraire, ça relève de la sagesse. S'il le faisait, c'est même bien que Soglo se comporte de cette façon-là. Maintenant, je n'ai pas les preuves qu'il a fait. Et même si éventuellement un élu dit ou raconte que Soglo l'a appelé pour le féliciter, Soglo n'a pas dit, bon, je ne l'ai pas fait. Et aller pondre un communiqué, moi je pense que Soglo se rabaisse comme il en a l'habitude depuis plusieurs années déjà. Et vous savez, appeler quelqu'un ne veut pas dire qu'on a fait allégeance. Et le président Soglo est allé voir l'actuel président de la République et président Talon plusieurs fois. Ça ne veut pas dire qu'il a fait allégeance au président de la République. Tout le monde connaît sa position. Se lever pour dire, bon, parce qu'on dit qu'il a appelé des élus et qu'il va démentir ça, je pense que ça sort un peu de l'ordinaire. Et là, il est en train de nous distraire. On n'a pas besoin de ces communiqués-là. Il y a mieux. Actuellement, j'ai rien que de... Adrien Soglo, vous le connaissez, il n'a jamais affiché, il n'a jamais caché sa position vis-à-vis du régime. Soglo qui a combattu des élections exclusives, tassées d'exclusives de 2019. Soglo qui n'est pas d'accord avec les réformes du système partisan. Si Soglo aujourd'hui se met à appeler des élus qui ont été élus sur la base des lois, des textes de loi qu'il a combattu, est-ce que quelque part cela ne discrédite pas son combat? Et Soglo n'avait pas d'autre choix. Vous savez, il n'y a aucune loi dans le monde entier qui fait l'unanimité. C'est vrai qu'il y a des choses à reprocher à la loi qui a été votée et tout, mais la loi, comme l'a dit l'autre, elle n'a pas d'odeur, elle n'a pas de couleur, elle s'impose à tout le monde. La loi, c'est la loi. Et appeler quelqu'un qui a eu à collaborer avec vous par le passé n'est pas un signe d'allégeance, je l'ai rappelé tout à l'heure. Et moi, je pense que le président Nicéphore Soglo aujourd'hui, il est dans la résistance pour une seule chose que vous savez, son garçon est en exil et c'est vous qui le dites. Bien sûr, mais tout le monde sait que son garçon, Liadi Soglo, aujourd'hui à l'exil. Il n'est pas contraint, il devait rester au pays pour assumer sa gestion. Donc Soglo se bat aujourd'hui pour le retour. Et si Liadi était encore au pays, si Liadi était encore maire de Cotonou, je pense que la réaction de Soglo ne serait pas ce que nous voyons là aujourd'hui. Dire qu'on est dans la résistance et qu'on ne propose rien de façon concrète, lui en tant qu'ancien chef d'État, moi je ne pense qu'il n'y a pas de quoi fouetter Inch'Allah. Voilà, il n'y a pas que cette rumeur-là que Soglo a démenti, il y a également celle qui circule faisant état de la création d'un prétendu parti politique de l'opposition. Soglo a également dit qu'il n'est mêlé ni de près ni de loin à cette affaire. Dans tous les cas, c'est qu'il peut ne pas être... La planification n'était pas nécessaire. Il peut ne pas être mêlé, mais s'il est de la résistance, parce que c'est qui s'est dit, la rumeur, et moi-même je l'ai entendu, et de la bouche de plusieurs anciens ministres qui appartiennent aujourd'hui à la résistance, qui disent, qui sont en train de réfléchir pour mettre en place un grand parti politique, une grande formation politique de l'opposition pour aller contre le président de la République actuelle et surtout pour l'élection de 2021 qui est prévue pour, je crois, on est encore à 9 ou 10 mois des élections. Donc, si Soglo dit qu'il n'est pas dedans, ce serait encore tant mieux. Ce que je sais, c'est que la renaissance du Bénin dont il est l'initiateur aujourd'hui se fasse de la mémoire collective des Béninois. Et si aujourd'hui nous faisons pratiquement un mois, si vous lisez bien la presse, il y a un mois aujourd'hui dans la presse que aucun organe et aucune télévision, aucun journal ne parle de la Renaissance du Bénin. C'est-à-dire que la Renaissance du Bénin se fasse tout doucement de la mémoire collective des Béninois. Et s'il ne se repositionne pas, c'est vrai qu'il est âgé et il est au soir de sa vie. S'il ne repositionne pas, c'est qu'il ne pourra pas faire une lutte. Et c'est le titre d'un ancien chef d'État ne suffit pas seulement pour faire une lutte, en tout cas dans notre pays ici. Et lorsqu'on appartient à un parti politique, à une organisation structurée et sérieuse comme un parti politique de l'opposition, ça peut se faire. Mais dire qu'on est de la résistance une résistance qui n'existe pas légalement et il ne pourra même pas faire une manifestation, il ne pourra même pas revendiquer quoi que ce soit, on va le lui opposer ça. Nous sommes dans une république où les textes doivent être respectés. S'il ne veut pas appartenir à un parti politique, bon, il n'a qu'à se reposer. Mais ce qui est sûr, c'est que l'ancien chef d'État, le président Bouni Yahi, activement, il travaille pour la mise en place d'une formation politique. Et voilà, Bouni Yahi, des sources proches de lui confirment donc lui
Soglo, ce n'est pas dedans, ce serait tant mieux. Justement, Boniaï, hein, votre co-débatteur vient de le dire, est activement impliqué dans la création de cette formation politique. Soglo qui se débarque justement de ce projet-là. Est-ce qu'on peut suspecter un malaise, une mésentente entre Soglo et Boniaï? Écoute, quand cela nous tient, hein, personne n'oblige le président Soglo à intégrer le parti politique que Boniaï s'apprête à créer. C'est un choix. C'est un choix. Vous ne pouvez pas vous prendre comme le nombril du monde entier et que tout doit partir de vous. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. La résistance est assimilée à l'opposition. Si quelqu'un prend l'initiative de créer un grand parti pour pouvoir regrouper tous ceux qui ne partagent pas la philosophie du régime actuel, tant mieux. Mais si vous n'êtes pas encore associé, parce que nous sommes encore à l'étape de réflexion, bon, que le président Soglo dise qui n'est pas associé ni de peine de nuit à la création d'un parti politique, tant mieux. Mais aujourd'hui, avec vous n'aimez pas les lois qui ont été votées, vous n'aimez pas le code électoral, mais aujourd'hui le code électoral s'impose à vous. Vous ne pouvez rien faire au-delà du code électoral. Donc, vous voulez être un homme politique, vous voulez intervenir en tant qu'homme politique, vous voulez participer aux échéances électorales, vous êtes obligé de vous retrouver au sein d'un parti politique. Vous ne percevez pas en définitive la pertinence du combat qui est en train d'être mené au sein de la résistance? Non, je dis, il est temps que les énergies ne soient plus dispersées. Si les énergies sont dispersées et que on sème à tout vent, on ne peut rien récolter. Se regrouper dans un grand parti, ou dire nous faisons de l'opposition, nous proposons une alternative au peuple béninois, ce serait mieux que chacun se lève. Parce qu'aujourd'hui, la renaissance du Bénin a disparu. Il faut que le président Soglo, s'il veut vraiment participer à l'animation de la vie politique, il faudrait qu'il se retrouve dans un creuset. Et ce n'est pas... Les guerres de leadership, les guerres de personnes ne font pas avancer les partis. Vous avez vu ce qui s'est passé quand il s'agissait de désigner les maires. On a été obligé de modifier la loi pour éviter cette querelle s'intestine au parti. Donc, il ne faudrait pas qu'on en arrive là. Je demande au président, c'est pas de donner Soglo, et je l'ai dit plusieurs fois, quand vous avez occupé des responsabilités au plus haut niveau de l'État, il y a que parfois, face à certaines choses, il faut se mettre au-dessus de la mêlée. Il ne faut pas vous mettre au même niveau que le citoyen lambda. Il faut réfléchir. Ça ne coûtait rien à Soglo, si Boniaï ne l'associe pas, si tant est qu'il veut participer à l'animation de la vie politique, ça lui coûte quoi? De prendre contact avec ceux mais la clarification était nécessaire quand même. Non, je dis, on ne répond pas aux rumeurs tant qu'on ne se reproche rien. D'accord, on ne répond pas aux rumeurs tant qu'on ne se reproche rien. Adrien, à Tinkpato, je me retourne une fois encore vers vous, Soglo qui parle, chaque fois qu'il a l'occasion, n'est-ce pas, d'intervenir sur l'actualité sociopolitique, il parle souvent de régime dictatorial. Il a même parlé, il a sorti le thème État voyou dans le communiqué comme nous allons là. Il assimile justement le régime de la rupture comme un régime de négation des fondamentaux de notre démocratie. Est-ce que vous retrouvez dans ce schéma, dans cette lecture des choses? Vous savez, quand on se retrouve à la touche et on critique, n'oubliez pas que c'est sur le président Soglo qu'on a arrêté un ancien président de la République. Ça ne s'est pas encore passé sur le président Talon. N'oubliez pas que c'est sur lui qu'on a aussi créé des ennuis aux membres de la Cour constitutionnelle. Si vous interrogez l'histoire politique de notre pays, vous saurez de quoi je parle. Dire aujourd'hui... Vous parlez de la période de 91 à 96. Exactement, de 91 à 96. Et traiter le régime actuel de tout, Soglo, il est dans son droit, mais ce qui est juste, c'est que on peut toujours le rappeler, quand il a géré le Bénin pendant les 5 ans, tout le monde sait ce qu'il a fait aussi de ce pays-là. Donc, c'est normal aujourd'hui, vous m'excusez aussi encore le thème, moi je sens un peu de l'aigreur dans ce communiqué, je sens de l'aigreur dans les sorties politiques du président Soglo, et parce que son garçon n'est pas là, c'est tellement important. Et aujourd'hui, c'est pour une première fois aussi depuis 91 que la famille Soglo, le père, les fils
et la maman ont été définitivement écartés de la gestion de la chose publique. Et vous n'êtes pas sans savoir aussi, quand le président Soglo est arrivé, je crois en 2016 ou 2017, on a privé le président Soglo qui prenait d'abord son salaire d'ancien chef d'État, et ensuite de ça on payait les frais d'électricité et de téléphone, et la présidence a dit non, on ne paie plus ça, créer de tollé et tout. Et le président de la République, ou l'ancien président de la République, a voulu quand même continuer par vivre aux frais de la République avec nos maigres sous. Et quand on prive quelqu'un, non, si vous le permettez, quand on prive, ce n'est pas de l'injuste, ce que je dis. Quand on prive quelqu'un comme ça de ce genre de choses, il est privé de ce genre de choses, c'est dans son salaire qu'il va payer l'électricité et le téléphone. Aujourd'hui, aucun de ses enfants n'occupe plus. Même si l'État n'intervient pas, vous voulez dire que ce groupe n'a pas les moyens de faire face à ces charges. Attends, vous savez, et c'est facile, hein, Soglo a quitté les affaires depuis 96. Et ensuite, il a été maire de la ville de Cotonou, c'est important. Et ensuite, ses enfants ont occupé des postes de responsabilité et tout. Et quand l'argent n'entre plus, que c'est seulement les sorties, et ça finit finalement. Ça finit. Et je ne dis pas que je ne dis pas que Soglo quand même, je ne dis pas que Soglo est pauvre, je ne dis pas que Soglo manque de moyens, mais c'est toujours difficile. Dès que vous avez les moyens et que vous sortez et que l'argent n'entre plus, ça finit pas finir. D'accord. Et aujourd'hui, moi, je me demande si on n'est pas, on n'est pas dans cette situation. Et ça hante Soglo, et ça énerve Soglo, ça le révolte. Et du coup, c'est normal. C'est une réaction de quelqu'un qui a de l'aigreur. Bien sûr, c'est de l'aigreur. D'accord, Adrien, très rapidement pour vous savez, ce sujet. Je ne serai pas d'accord avec Adrien. C'est vrai que Soglo, lors de la gestion du pouvoir, a commis des erreurs, mais cela ne lui dénie pas le droit d'opiner, de dire que les fondamentaux de la démocratie ont pris un grand coup. Et je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. C'est les mêmes choses que les gens lui ont reproché, et c'est les mêmes choses qui ont fait que Soglo, son mandat a été écourté en 96. Le président Soglo n'est pas l'auteur du vocable État royaume. Ce n'est pas le premier à avoir sorti l'expression. Et je dis, c'est pas parce que Soglo a eu à gérer qu'il a commis des erreurs qu'aujourd'hui, s'il y a un problème dans la République, qui n'a pas le droit de se prononcer. Moi, je n'ai pas dit que Soglo n'a pas le droit de se prononcer, mais je dis dans la réaction, on sent de l'aigreur. C'est ce que je dis, et là, j'assume. Si vous allez tisser les relations, vous comprendrez que entre le président actuel et le président Nicéphore Soglo, il y a eu des accointances. Je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Le président Soglo, je m'appeler avec votre permission. Et m'a rappelé tout ça. Adrien, avec votre permission, nous allons évoluer dans cette émission et aborder très rapidement le second sujet qui a trait à ces différentes mesures prises par le gouvernement pour atténuer l'impact socio-économique occasionné par la pandémie du Covid-19. Je vais vous demander à nouveau de reprendre votre exercice d'évaluateur en notant cette actualité. Je commence par vous, cette fois-ci, Alphonse Moïse Soulé. 5 pour les mesures prises par le gouvernement de la rupture. Je viens à vous, Adrien Tinkpatok, quelle est votre note? J'ai trouvé la note 9. 9 pour le gouvernement. 9. 74,12 milliards pour soulager les entreprises et les personnes affectées par la pandémie du Covid-19. On se demande a priori où est-ce que le gouvernement va trouver toute cette manne financière pour faire face à cette pandémie-là, à ses effets. Moi d'abord j'ai attribué la note 9 oui. Compte tenu de l'initiative du gouvernement d'aider les entreprises, les personnes qui sont touchées indirectement par cette pandémie qui fait ravage et qui continue de faire ravage. Et vous n'êtes pas sans savoir que à cause de cette pandémie, il y a des émissions ici, par exemple, qu'on a dû réaliser par téléphone parce qu'on ne pouvait pas se déplacer. On craignait le pire. Et en tant que chef d'entreprise, ça a dû vous créer aussi des manques à gagner. Bien sûr que oui. Parce que la plupart de nos partenaires, les entreprises qui sont des partenaires de nos entreprises de presse sont en difficulté. Et du coup, dès que ces entreprises sont en difficulté, ça agit aussi sur nos entreprises. Et décider, et là, c'est là où je réponds à votre question, le gouvernement, en décidant près de 75 milliards, c'est beaucoup d'argent, près de 75 milliards. Et quand vous lisez, non, l'argent a été déjà mobilisé.
L'argent était déjà mobilisé. Mais le gouvernement qui a demandé à ce que la lutte soit subventionnée, qui a fait des télétons où on beaucoup de l'argent. C'est vrai que l'argent, ça n'atteint pas à peine, on a pu mobiliser 2 milliards. Non, ça dépasse 2 milliards. Ça dépasse 2 milliards. Mais je pense que le gouvernement travaille aussi. Il y a des emprunts, il y a des emprunts obligataires, et il y a des subventions. Je crois qu'il y a les États-Unis qui nous ont accompagnés, il y a l'Union européenne et tout ça. Je ne sais pas trop, je ne suis pas mis des finances pour savoir comment les fonds se gèrent, mais ce qui est sûr, c'est que le président Talon, pour ceux qui le connaissent et pour ceux qui le suivent aussi depuis qu'il est aux affaires, il ne vient pas faire une affirmation péremptoire, il ne vient pas faire des promesses dès qu'il... Donc ce n'est pas un effet d'annonce. Non, c'est pas un effet d'annonce. C'est pas un effet d'annonce. Dès qu'il ne mobilise pas les fonds, il n'aime pas se hasarder à prendre des engagements, à dire des choses de façon publique, comme ça a été dit en Conseil des ministres d'hier. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit de mercredi dernier. Donc, oui. C'est là d'abord les montants, c'est-à-dire que ce montant de près de 75 milliards, pour moi, c'est déjà mobilisé. Ensuite, maintenant, la décision est louable. Louable parce que, je l'ai dit tantôt, toutes les entreprises qui ont été affectées, les entreprises qui ont été fermées, les entreprises qui ont dû diminuer le personnel parce que le chiffre d'affaires a considérablement chuté, ces entreprises ne sont plus en mesure de payer le salaire, il faut les accompagner. Tout ce que je demande, c'est que la répartition soit vraiment soit faite de façon équitable pour qu'il n'y ait pas des lésés et qu'on pense vraiment aux petites entreprises aussi qui ont senti beaucoup plus le coup que les grosses entreprises. Bon, Alphonse Moïse Soudé, l'inquiétude, c'est justement la gestion de ce montant colossal quand même annoncé par le gouvernement pour soulager ces entreprises affectées. Mais comment est-ce que cela va se faire selon vous? Non, d'abord, je tiens à saluer l'initiative du gouvernement. C'est vrai que dans cette crise, beaucoup d'entreprises ont perdu du point de vue financier. Certains se sont vus obligés de mettre en chômage technique leurs employés. Je salue l'initiative. Et je voudrais que l'on ne fasse pas aussi à ce niveau-là de la ségrégation. Il faudrait que chaque entreprise puisse prendre ce qui lui revient de droit. Parce que quand on parle d'entreprise, j'attends que le ministre des Finances montre au créneau qu'il nous dise quelles sont les différentes catégories d'entreprises. Donc la décision mérite assez de clarification. Entreprise. Tout à l'heure, on a parlé d'entreprises de presse. Les établissements privés sont des entreprises. Il y a beaucoup de choses qu'on met parce que quand vous voyez le montant affecté aux entreprises, plus de 63 milliards, sur les 114 milliards, les entreprises à elles seules prennent déjà 63 milliards. Donc pratiquement 80% de ce qui a été décidé. De quelles entreprises parlons-nous? Encore que vous savez très bien que depuis 2016, on sait quelle entreprise fonctionne, quelle entreprise ne fonctionne pas. On sait depuis 2016 quelle entreprise fonctionne, quelle entreprise ne fonctionne pas. Et je ne voudrais pas que cette manne financière soit réservée à un petit groupe, très petit groupe d'individus bénéficiaires. Parce que cette crise-là a impacté tous les domaines. Que ce soit la presse, que ce soit l'éducation, que ce soit les centres de formation. Il faudrait que tous les Béninois puissent le faire. On a dit, bon, eau et électricité, ça sera réglé, c'est déjà une mesure qui touche tous les justement, on parle d'une subvention de portée générale qui s'applique à tous les citoyens. Oui, c'est pourquoi je salue la chose, c'est-à-dire, Béninois, quel que soit votre rang social, à ce niveau-là, ça va se faire. Mais on a besoin d'un certain nombre de détails par rapport à la répartition. Parce que j'ai entendu sur ce plateau, pas de moindre, un membre de l'Union progressiste, quand à la veille de la rentrée, j'ai dénoncé que l'État n'ait pas apporté son soutien aux écoles. On m'a dit que les écoles font des bénéfices. Donc, par conséquent, les entreprises qui font des bénéfices n'ont droit à rien. Elles doivent être considérées comme des entreprises, c'est ce que vous voulez dire. Mais ils m'ont dit que mon co-débatteur disait que les écoles sont des entreprises qui font des bénéfices. Donc, j'ai dit aujourd'hui toutes les entreprises au Bénin. J'ai salué là, mais il faut que la répartition soit égale. Mais je voulais rappeler tout à l'heure. Très rapidement. Peut-être dire, c'est vrai que le président Patrice Talon ne promet rien
quand tu n'as pas mobilisé les sous. Mais le ministre de l'Environnement avait dit qu'à la fin, avant la fin du régime, enfin la fin de ce mandat-là, qu'on aurait construit les logements sociaux. Je suis aujourd'hui à 299 jours de la prochaine élection. On fera certainement. Je n'ai pas encore vu. C'est-à-dire qu'à certains endroits, on a promis, on n'a pas respecté. Ça, c'est une autre parenthèse. Oui, non, c'est pour dire que c'est pas tout ce qu'on promet qu'on réalise. Qu'on réalise, mais le gouvernement a quand même sur beaucoup de promesses suffisamment donné la preuve de. Je n'ai pas dit le contraire. Oui, vous voulez très rapidement réagir, rebondir sur les propos. Moi, je voudrais rappeler ceci à mon aîné Moïse Soudé. Le ministre de l'Environnement a parlé, c'est vrai, au nom du gouvernement. Il est ministre, mais ce n'est pas le président Talon qui a parlé. Ici, c'est tous les ministres réunis en présence du chef de l'État qui ont pris une décision et le secrétaire général du gouvernement. Aucun ministre ne peut sortir et aller dire des choses. Mais je n'ai pas fini de parler. Parlons même des logements sociaux. Moi, j'habite Calavi, vous êtes à Papa. Aller à Ouedo pour voir le travail qui se fait, pour voir si quelque chose ne bouge pas et pour voir le taux de réalisation. Si on est à 299, vous avez dit combien? 299 jours. Non, je ne pense pas. On est à plus de 299 jours. Non, hier c'était à 300 jours. Comptez. 300, ok. Mais si vous voyez, avant les 299 jours, le taux de réalisation à Ouedo, que j'ai pris par là seulement hier, et vous allez voir ce qui se passe. Maintenant, revenons au cas de subvention. Moi, je ne sais pas le militant de l'Union progressiste qui a fait cette déclaration. J'ai lu un communiqué du syndicat des enseignants privés et tout, où les enseignants, par exemple, du secteur privé n'ont pas eu leur salaire depuis que cette pandémie-là a commencé, certainement parce que les parents d'élèves n'ont pas soldé au niveau des établissements. Je le confirme. Et heureusement ou malheureusement pour des gens comme moi j'ai fini de tout solder avant que cette crise-là ne commence. Alors vous êtes en train de faire un plaidoyer aussi. Moi, je pense que dans cet argent, c'est une proposition, je ne suis pas décideur, que le gouvernement puisse, par exemple, si effectivement c'est vérifié que ces enseignants des établissements privés n'ont pas eu leur salaire, que les dirigeants puissent parler avec les promoteurs de ces écoles-là et voir dans quelle mesure aider aussi ces enseignants-là. Je ne dis pas forcément de payer le nombre de mois dus, mais qu'on puisse aussi les accompagner. C'est tellement important. Et je dois parler aussi de moi, de mon secteur. L'entreprise de presse, nous avons été suffisamment aussi affectés. Et quand, avant février, en janvier, nous avons eu, autant que nous avons eu les attestations fiscales. Et ça veut dire qu'on a payé, on est en règle vis-à-vis des impôts. Et pour prendre maintenant d'autres contrats et tout, nous avons été bloqués par cette affaire de Covid. Il faut que le gouvernement puisse penser véritablement aux entreprises de presse. C'est tellement important parce que nous avons du personnel. Et les charges incompressibles sont là. Si on décide par exemple au niveau de votre télévision ici, on a parlé de subventions, je crois des frais d'électricité, si on décide par exemple, vous utilisez des climatisations, l'énergie qu'on utilise ici, vous imaginez, si on décide par exemple de prendre tout ça en charge aussi pendant 3 mois, c'est quelque chose, c'est une façon aussi de vous accompagner. Et c'est la l'aide de l'État, la presse. Non, quelle aide de l'État? Il n'y a pas de rapport. Encore que l'aide de l'État, la presse. Je suis au patronat. Et cette année, par exemple, le gouvernement n'a pas envoyé les 350 millions à la RAC pour que la RAC puisse envoyer au patron de presse. Donc, du coup, ça là, c'est rien. Et même si on décidait même d'envoyer, c'est rien du tout. Ça là, c'était déjà un acquis. Ça là, c'est déjà un acquis. Tout à fait. Donc, l'acquis, la situation de Covid. Donc, et s'il y a Covid, il faut qu'on pense aussi, on dit, problème exceptionnel, il faut aussi des solutions exceptionnelles. Il faut que le gouvernement pense vraiment. On parle de façon générale, mais nous qui sommes là, nous informons. Et nous sommes là, nous sensibilisons. Justement, on a participé à la lutte contre la propagation du Covid. Vous imaginez combien d'émissions vous avez réalisées ici pour dire ne faites pas ça, ne faites pas ça, et ça, et même à distance. Donc cela a touché des gens. Cela a contribué à la sensibilisation. Il faut que le gouvernement puisse
et envoyer aussi des subventions, de l'argent aussi aux entreprises de presse. J'insiste là-dessus, c'est tellement important. Nous avons besoin de l'argent aussi en tant qu'entreprise de presse dans ces 74 ou 75 milliards là. D'accord, merci. André Atin-Kwator, votre plaidoyer, on l'espère, aura été entendu par les voix autorités. Dans les écoles publiques, l'État prend en charge les frais d'électricité. Pourquoi ne pas élargir cette mesure-là aux écoles privées? Parce que si c'est vérifié que les établissements privés n'ont pas pris les sous des apprenants, parce que les établissements privés... Non, je dis les subventions de avant la rentrée, la reprise de la dernière fois, l'État a pris en charge les frais de l'électricité dans les établissements publics. Et qui devait Bon, on a coupé l'électricité et l'eau et tout ça là. Quand vous prenez la situation du primaire, où les enfants vont revenir en août, c'est-à-dire que à quelques 2 ou 3 semaines de la reprise primaire, il y a des parents, comme vous l'avez dit, qui n'ont pas soldé, qui sont partis. Et les établissements privés ne sont pas sûrs que ces parents-là viennent solder. Parce que les parents posent le même problème que nous posons. C'est-à-dire qu'avec cette pandémie de la Covid-19, les activités sont au ralenti. Donc je voudrais que le ministre des Finances monte au créneau, parce que ça, c'est des mesures de façon générale, de façon globale. Et comme vous l'avez dit, le ministre, peut-être, quand le ministre va monter au chrono, c'est de dire les 63 milliards réservés aux entreprises, voilà comment c'est réparti. Quels sont les différents... Parce qu'une entreprise qui paie régulièrement ses impôts, 2 secondes, qui paie régulièrement ses impôts, vis-à-vis du fisc, doit pouvoir bénéficier de cette subvention, de cette mesure-là. C'est pourquoi j'ai dit, il faut savoir à qui on veut donner. D'accord. Alphonse Moïse Soulé, c'est sûr, hein, vos mots que nous allons mettre un terme à cette émission qui recevait Adrien Atin-Kwator, manager général du quotidien Le Potentiel. Il était donc sur ce plateau avec vous. Et merci pour vos différentes contributions. J'espère que vos divers plaidoyers à l'endroit du gouvernement à l'effet d'inclure les entreprises de presse dans ces subventions pour soulager les impacts socio-économiques de la Covid-19 seront entendus, au même titre que les établissements privés. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour un autre plateau.